Et c'est avec Malek Chebel que je vais m'entretenir de ces deux faits d'actualité. Ce matin, dans la revue de presse, je parlais d'un rapport textuel non protégé pour faire sourire un peu, tellement la publication de ce rapport sur l'intégration par notre confrère du Figaro vendredi, en le lisant, on sentait bien que ça allait à peu près avoir l'effet de quelqu'un qui jette un mégot de sa voiture dans la Pinède au mois d'août en Provence. Comment vous comprenez déjà la mise en place de ces groupes de travail dont Hervé Lebras, dans le journal du dimanche hier, soulignait que aucun chercheur connu, reconnu, je pense à vous, mais à lui et à d'autres, n'avait finalement été sollicité dans ces groupes de réflexion, contrairement à ce qui avait été le cas pour la commission Stasi, par exemple, sur le voile, ou sur la commission Mazot, par rapport au quota d'immigration. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Il faut dire que peut-être on a peur de la vraie expertise. Il y a aussi un peu de ça. Je veux dire, les hommes politiques se protègent un peu face aux vrais experts qui peuvent leur dire des choses qui les fâcheraient éventuellement. Moi, ce qui m'étonne le plus, si vous voulez, parce que j'ai vu le texte qui pose problème sur le voile en question. Les Chinois vont à la conquête de la Lune. Certains musulmans, en face, veulent mettre la burqa à leurs femmes. Je crois qu'il y a un gap incroyable entre deux visions du monde. Les uns veulent aller vers le progrès, les autres veulent revenir en arrière. Et c'est ces gens-là qu'on veut soutenir, si vous voulez, et à qui on donne, en réalité, quitus de bonne conduite. Moi, je trouve qu'il faut véritablement poser les termes du débat sur la table et essayons de voir plus clair ensemble. Alors, moi, je reprendrai pas, enfin, vous l'avez fait sur le voile, on pourrait détailler les propositions sur l'enseignement de l'histoire, sur un musée de la colonisation, etc. Bon, je voudrais pas rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture assez exhaustive que j'ai fait de ce rapport ce week-end, c'est que il a une cohérence qui n'est pas la cohérence de la tradition du discours sur l'immigration et de l'intégration. Enfin, il a une cohérence, disons, pour aller vite, anglo-saxonne. Il a une cohérence d'affirmation des droits des communautés dans une république qui devient une forme de juxtaposition de communautés. Bon, ce débat-là, en fait, peut-être le problème, ça explique peut-être pourquoi ça s'est retrouvé pendant plusieurs semaines sur le site officiel de l'hôtel Matignon. C'est un débat qui traverse la gauche. Finalement, à chaque question qui se pose dans l'actualité, on voit bien qu'il y a une fracture à gauche entre une vision de la laïcité classique, j'allais dire, et puis cette vision-là, peut-être néo-anglo-saxonne. Oui, mais justement, la France n'est pas l'Angleterre. Et l'histoire, si vous voulez, de l'immigration en France n'est pas celle des pays anglo-saxons. Pas même celle du Canada qui est plus récente, et pas même celle des États-Unis. Moi, je pense que la France doit pouvoir, si vous voulez, s'engager sur une voie pour protéger des valeurs qui sont républicaines avant tout. Et l'intégration, si on parle de l'intégration, moi d'ailleurs je ne vois pas du tout de problème, en l'occurrence, dans l'immédiat, pour faire un rapport sur l'intégration. Parce que, à mes yeux, l'intégration est quasiment réussie à 90%. Il reste encore, évidemment, des frottements par-ci par-là sur un certain nombre de règles d'éthique ou des règles de comportement minoritaires dans le nombre, qui ne méritent pas du tout de rapport. D'ailleurs, la question, puisqu'elle est emblématique, la question du voile, elle est d'une façon majoritairement réglée partout. Elle est réglée. Et quand elle ne l'est pas, souvent les élus disent c'est au niveau local qu'on arrive à trouver des compromis. Ils s'en sortent très bien. Et précisément, si cette laïcité-là peut être une laïcité d'ouverture et de tolérance, elle se voit exactement sur les banlieues, et les banlieues qui posent problème avec les élus locaux. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport, mais en réalité, il faut quand même faire des rapports, parce qu'il y a une sorte de logique interne, si vous voulez, qui pousse les gouvernants à demander des rapports. En l'occurrence, je ne vois pas de problème du tout par rapport à l'immigration, pas même par rapport à l'islam, vous voyez. Et je dis, le mieux, c'est que nous ne soyons même pas ici sur ce plateau, que je ne sois même pas ici sur ce plateau pour vous parler de ça. Ce serait dommage en même temps. Mais l'actualité fait qu'on se retrouve. Oui, on a beaucoup d'occasions de se croiser. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne me cache pas les problèmes non plus. Attention, je ne me cache pas les problèmes. J'essaie de voir dans le contexte global ce qui est vraiment le problème. Le problème est au niveau de la communication, il est au niveau de la bonne gouvernance, il est au niveau de cette politique qui veut à tout prix toujours montrer qu'elle est à cheval sur les sujets, quoi.
Octave Nitkowski, on va parler dans un instant de ce livre que la justice vient d'interdire, le Front National des Villes et le Front National des Champs. La justice ne nous a pas interdit d'en parler, Dieu merci. Comment vous réagissez à toute cette polémique autour de ce rapport? Je suis d'accord avec monsieur quand monsieur dit que l'intégration en France est aboutie, dans la mesure où moi j'habite à Hénin-Beaumont, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. C'est un territoire qui est vraiment marqué par un brassage des populations énorme. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Moi-même, je suis issu de la vague d'immigration polonaise et aussi maghrébine. Donc voilà, la population est totalement intégrée au paysage républicain français. Et même à Hénin-Beaumont, où on a parfois l'impression que des thèses racistes et xénophobes émergent, parce qu'il faut l'avouer, vu de l'extérieur de la France, Hénin-Beaumont est perçu comme Facholand. Mais là vous racontez bien, parce que justement, vous nous permettez d'analyser en profondeur la manière dont le Front National s'implante à Hénin-Beaumont, et vous dites justement que le discours raciste est plutôt, en retrait par rapport à un discours plutôt social. Ça, je dis que le discours parfois xénophobisant de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont n'a pas disparu, mais il est simplement mis sous le... relativisé par rapport à l'émergence de thèses plus sociales. Oui. Il n'a pas disparu, mais on voit bien que ces thèses xénophobisantes à un moment ne fonctionnent pas, dans la mesure où c'est tellement un territoire qui a tellement été marqué par un brassage culturel énorme qu'il n'y a pas besoin de stigmatiser certaines populations. Donc c'est ce que je dis dans mon livre. Malek Chebel, pour en revenir à ce rapport sur l'intégration, quand je dis que la gauche française il y a une sorte de ligne de fracture en son sein, on le voit à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche un peu plutôt post-68ard, libertaire, qui est très attachée à l'exaltation du droit à la différence, et qui alimente en quelque sorte la logique interne de ces rapports publiés par Matignon. Est-ce qu'il faudrait que la gauche, à un moment donné, la gauche et notamment le Parti socialiste, éclaircisse une fois pour toutes sa position là-dessus? Ce qui est sûr, c'est que le droit à la différence ne doit pas être handicapant, si vous voulez, pour les gens qu'on veut distinguer et valoriser. Ce serait même le contraire. Le droit à la différence, oui, mais dans le respect des valeurs communes. Si je suis différent, mais totalement et radicalement différent de vous, je ne partage rien avec vous, c'est plus de la différence, c'est de la discrimination pure et simple, sous une autre forme, évidemment. C'est pourquoi je dis, là, je réagis à ce que vous dites, monsieur. Je suis tout à fait content d'entendre ce discours. C'est que le Front National, par exemple, on ne doit pas l'attaquer sur le problème moral, sur le problème éthique. C'est son affaire, il dit ce qu'il veut. Il faut l'attaquer par un argumentaire structuré, par des chiffres. Je peux vous assurer que, par exemple, on dit, par exemple, l'immigration est un péril à venir, etc. Les femmes, la fertilité des femmes françaises d'origine étrangère est exactement maintenant à la même hauteur que celle des femmes normales, des femmes, si vous voulez, issues. Est-ce que vous entendez les femmes normales? Oui, parce que les femmes anormales, c'est celles qui produisent beaucoup, vu d'ici, dans un pays qui se désertifie. Donc, non, mais pas que ça. Les jeunes, l'intégration des jeunes dans les emplois qualifiants, au niveau des écoles, la scolarité des enfants d'origine étrangère est spectaculaire, elle est spectaculaire. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et par des chiffres et par des arguments. Pas de condamnation morale. Pas de condamnation morale, pas d'émotion, si vous voulez. Parce que l'émotivité, elle nous perd tous, d'une certaine manière. Oui, c'est un peu trop facile d'attaquer le Front National en montrant son visage raciste, alors qu'on voit bien que ce n'est pas ce qui motive l'électorat Front National. Ce n'est pas le racisme et la xénophobie qui motivent les gens à voter Front National. Non, c'est véritablement la misère sociale, l'absence de toute perspective. C'est ça. C'est ce qui rend votre livre vraiment passionnant. Et je vous le dis très franchement, c'est incompréhensible que la justice ait interdit ce livre, parce que sur 2 pages, vous rendez public ce que tout le monde des médias savait, à savoir qu'un des dirigeants, que 2 des dirigeants du Front National sont homosexuels, vivent ensemble et vivent en couple, et vous ne le faites pas pour les dénoncer. D'ailleurs, on sent même sous votre plume que ça n'a rien d'une dénonciation morale. Vous en tirez juste un argument pour expliquer, puisque c'est l'une de vos explications, pourquoi Marine Le Pen a été si peu en pointe dans le combat contre le mariage pour tous, alors qu'on peut imaginer qu'un Front National avec son père aurait fait flèche, si j'ose dire, de tout bois. C'est ça exactement. La présence d'homosexuels aux côtés de Marine Le Pen permet de prendre conscience d'un Front National, et même d'une extrême droite par extension, qui est passé d'un Jean-Marie Le Pen qui considérait l'homosexualité comme un comportement déviant, à un parti dirigé par Marine Le Pen qui va même jusqu'à défendre le droit des homosexuels. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'analyser cette rupture majeure dans l'histoire de l'extrême droite française. Et donc, pour illustrer ce propos, j'ai été amené à
à dire que 2 cadres du Front National entretenaient une liaison homosexuelle. Chose que je n'ai bien évidemment pas révélée, dans la mesure où cette information était disponible sur Internet. Et n'a pas été. C'est quoi l'argument de la justice pour interdire un livre? C'est quand même quelque chose de rarissime. Oui, c'est ça. Donc moi, quand je vois que Dieudonné continue à faire des spectacles clairement antisémites et qui ne sont pas interdits, bien évidemment, il est condamné, mais son spectacle n'est pas interdit en tant que tel, et que moi, mon livre, parce que je cite 2 noms d'homosexuels au Front National, il est interdit, je trouve qu'il y a un problème dans la justice. Vous avez fait appel? Comment ça marche? Oui, on a fait appel. Donc aujourd'hui ou demain, on aura la date de l'appel. Et on espère que le livre sera mis en vente pour... Je le montre quand même, hein, quand il sera remis en vente, vous pourrez vous le procurer. Le Front National des Villes et le Front National des Champs. Ce qui est intéressant, faut dire qu'il a 17 ans, hein, ce garçon, donc il est quand même un petit peu bluffant. C'est le début d'une analyse, d'une fresque, je dirais pas à la Zola, mais on y pense un peu. C'est le tome 1 d'une fresque que vous voulez dresser de la France qui perd le Nord. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que derrière Hénin Beaumont, il y a tout ce basculement sur lequel les sociologues, les démographes s'interrogent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette sorte de paupérisation des classes moyennes, de naissance d'une classe de la périphérie des villes de moyenne importance qui se sent en déclassement? Tout ça, c'est ce que vous avez à partir du Nord. J'ai voulu voir en quoi toutes les scléroses et insuffisances de la vie politique dans le Nord-Pas-de-Calais pouvaient à terme s'exporter au reste de la France, en fait. J'ai voulu voir en quoi ce qui se passe d'un point de vue politique dans le Nord-Pas-de-Calais était emblématique de nouvelles tendances qui dessineraient en définitive le paysage politique de demain. Donc le tome 1 est consacré au Front National, mais le tome 2 sera consacré à la gauche, etc. Donc faites gaffe à ce que vous allez dire sur les élus. C'est vrai qu'à Hénin Beaumont, vous n'avez pas eu vraiment beaucoup de veine dans la région, parce que vous expliquez aussi que l'un des ressorts de la montée du Front National, c'est le fait que à gauche, socialiste égale affairisme, corruption. Et la gauche est tellement notabilisée que facho ou escroc, vous dites en gros, c'était le grand cas de figure que les électeurs avaient. C'est ça, c'est ce que je dis dans le livre, c'était voter soit facho ou escroc. Et donc en cas de second tour, les gens étaient plus facilement amenés à voter escroc dans le cadre d'un front républicain. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que tous les partis traditionnels, le PS évidemment, mais même l'UMP, le MoDem ont été en quelque sorte emportés par cette vague, parce qu'ils appelaient à voter escroc, donc socialiste au second tour, plutôt que facho. Donc, et ce qui est très intéressant sur la question homosexuelle, puisque c'est cette question-là qui, encore une fois, de façon aberrante, provoque l'interdiction du livre, vous montrez très bien le coup de billard que fait Marine Le Pen quand elle tient un discours beaucoup moins homophobe que ne le tenait le Front National avant. Oui. C'est que, en fait, c'est une façon subliminale d'incriminer l'islam, puisque, en gros, elle dit... Il ne fait pas bon être homosexuel dans certains quartiers, etc. D'ailleurs, hier, j'ai entendu Marine Le Pen sur France 5 qui disait qui reprochait à M. Hollande et M. Fabius d'être trop proches des Saoudiens et des Qataris. Et elle reprochait cette reproche en disant que les Qataris et les Saoudiens étaient des pays où il ne faisait pas bon être homosexuel. Donc voilà, c'est exactement ça. En fait, parce que c'est pas l'électorat homo qui l'intéresse. Non, elle fédère un électorat homosexuel en s'attaquant à l'islam, bien évidemment. Et c'est ça en perspective, parce que autrefois, les minorités qui étaient vilipendées par le Front National structurent désormais son discours. L'extrême droite française, dans les années 30, critiquait les francs-maçons, critiquait les juifs et critiquait les femmes. Et maintenant, toutes ces minorités, Marine Le Pen les utilise, elle fédère tout ça pour, en définitive, faire une critique contre l'islam radical. Oui. L'islam radical, malheureusement, il y a une société métisse qui se met en place ici en France et maintenant, dès maintenant, avec les musulmans et avec les autres, dans la perspective d'un dépassement de tout ça et de cette pensée rétrécie et fondée sur le télescopage. Parce que quel est le rapport entre un Qatari, un Saoudien, un Français de la banlieue et l'homosexualité? Je ne vois pas du tout de rapport, c'est des sujets différents, mais c'est toujours le même problème. C'est le télescopage, c'est les mots qui disent des choses qu'on ne veut pas entendre, qui sont toujours problématiques. Et moi, je pense que d'ores et déjà, il faut miser pour, peut-être dans votre trilogie, mettre au moins un chapitre sur l'espoir. D'où vient l'espoir dans ce pays? Ça sera l'espoir peut-être de la société métisse. Mais j'en suis d'ailleurs la preuve. Ce sera le tome 3 ou le tome 4, je ne sais pas. Au moins, montrez-nous la sortie. Vous êtes jeune et vous êtes peut-être plus sensible à ces problématiques. Quelle est la sortie? À mon avis, c'est la société métisse que vous et votre génération est en train de fabriquer pour nous. Et vous dites que vous en êtes l'incarnation? J'en suis un représentant, oui, parce que je suis à la fois
mon grand-père, mon arrière-grand-père était un arabe qui porta l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que Nitkowski, on pense pas arabe, oui, voilà, on spontanément. pense pas. Nitkowski c'est un nom polonais. Donc ça sera possible demain, vous allez voir. Ça sera plus courant. Très beau ce dialogue. Malek, un dernier mot. La visite de Jean-Marc Ayrault en Algérie, c'est une façon de continuer la dimension symbolique de ce qu'avait été il y a quasiment un an le discours de François Hollande à Alger. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours garder de bonnes relations avec l'Algérie. Moi, je pense, pour différentes raisons historiques, pour des raisons humaines, pour des raisons stratégiques, des raisons économiques, des raisons, je veux dire, de proximité. Il y a ici une grande population algérienne qui est très active et très intégrée en France, et de l'autre côté, les Algériens adorent la France, et donc il faut que des passerelles se créent, et donc moi je suis pour qu'il y ait des échanges réguliers et permanents entre les deux nations. Merci beaucoup Malek Chebel, et vous restez avec nous car l'invité culturel que nous recevons, vous le connaissez bien.